que j'explique comment comment l'idée de ce livre m'est venue. C'est vrai que depuis plusieurs années, j'appartiens à des personnes assez rares dans l'immigration, qui sont à la fois contre Poutine et qui ont le courage, si j'ose dire, de regarder la télévision russe. C'est vrai que le spectacle qui s'offre à nous est extrêmement affligeant, mais depuis des années, je regarde, je ne dis pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, en plus des choses que je consulte sur Internet, parce que ça m'a passionné depuis des années de voir comment fonctionne cette propagande. Et c'est grâce à ce suivi assez régulier que j'ai commencé à prêter l'attention au phénomène du régiment immortel. Régiment immortel, en russe, Бессмертный полк, c'est un phénomène qui a surgi d'une initiative locale. Il y avait même des tentatives dans le même genre avant, mais en 2007, il y a eu un groupe de journalistes à Tomsk qui ont proposé de faire une marche le jour de la victoire avec des portraits de héros. Héros, non pas dans le sens traditionnel du mot, parce que vous savez, les héros en Union soviétique, mais aussi partout, sont des gens essentiellement décorés pour des exploits particuliers. Ce n'est pas chaque participant de la guerre qui est automatiquement un héros. Mais là, l'idée était, on était quand même très loin de la guerre, on était à plus de 60 ans à l'époque de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y avait probablement un certain besoin ressenti, je ne sais pas comment l'idée est venue, que les gens puissent se souvenir simplement de leurs proches, qu'ils fussent vraiment des héros, qu'ils fussent tombés pendant la guerre, qu'ils fussent blessés, qu'ils aient simplement participé à la guerre. Et ensuite, ça s'est élargi que même sur ceux qui étaient des enfants pendant la guerre, qui ont été à Leningrad pendant le blocus de Leningrad, qui ont travaillé dans des usines pour la victoire en évacuation dans la Sibérie. Bref, tous ceux qui ont vécu à cette période, qui ont été déjà en vie pendant la guerre, pouvaient être ainsi célébrés. Et apparemment, il y a parfois des événements qui vont dans le sens général je ne sais pas comment dire ça, de l'humeur du peuple, parce que ça a été très vite, ça a pris très vite de l'essor. Et d'abord dans quelques régions, ensuite dans plusieurs régions, ça a pris un essor particulier, je dois dire, après l'annexion de la Crimée et le début de la guerre du Donbass. Et donc, à partir de 2015, cet événement est devenu la grande kermesse avec Poutine qui marche au premier rang avec la photo de son père. Quand vous regardez les photos, j'aurais pu faire un PowerPoint ici, mais la salle ne s'y prête pas trop, donc je vais vous décrire. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est assez impressionnant. L'année dernière, il y a eu 10 millions de Russes qui ont marché dans toutes les villes et peut-être dans toutes les bourgades de Russie. Et quand vous voyez les images, par exemple, des grandes rues de Moscou, des grandes avenues de Moscou, c'est très impressionnant parce que vous avez 5, 10, 15 rangées de gens en largeur qui sont tous avec des portraits, c'est-à-dire ça ressemble à la procession religieuse. Et quand on photographie avec des drones, on voit que ça s'étire sur des kilomètres.
parce que rien qu'à Moscou, l'année dernière, il y a eu plus d'un million de participants. Bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup d'embrigadement dans tout ça, parce que, comme à l'époque soviétique, la fête de la victoire n'était pas une grande fête nationale à l'époque. C'était beaucoup plus modeste, ce n'était pas accompagné de défilés militaires. Aujourd'hui, à partir de 1995, il y a un défilé militaire annuel et donc il y a une participation de plus en plus massive à ce régiment immortel et ça devient pratiquement la principale fête du pays. Cette fête est également célébrée pratiquement dans le monde entier. Et vous pouvez regarder sur Internet, vous trouverez facilement les chiffres. Mais par exemple, l'année dernière en France, il y avait 3000 participants dans quelques villes, 5 ou 6 villes. Cette année, il y aura 12 villes qui participent et il y aura probablement beaucoup plus de participants. Aux États-Unis, dans toutes les grandes villes. Et cette année, la procession a déjà eu lieu à New York, par exemple, mais le 9 mai, il y aura un ruban de Saint-Georges long de 33 mètres qui va survoler New York. C'est célébré en Arctique et en Antarctique, en Amérique latine, à peu près partout, peut-être dans près d'une centaine de pays. Et donc c'est assez étonnant que ce phénomène qui s'amplifie n'a pas été traité et analysé. Et donc j'ai commencé à chercher à la fois des raisons pour cette fête et comment c'est organisé, qu'est-ce que ça exprime et par quoi ça s'accompagne. Donc, si vous voulez, c'est cette recherche de quelques années qui ensuite a abouti à l'écriture de ce bouquin. Maintenant, c'est un peu difficile de résumer en quelques mots ce qui occupe un livre quand même d'épaisseur moyenne. Mais je vais partager avec vous peut-être juste quelques idées. Je pense que, grosso modo, les Russes, c'est simplement l'histoire de ce pays, et j'essaie de retracer cette histoire sur la mode d'un survol rapide. La Russie, depuis plusieurs siècles, se croit porteuse d'une idée messianique. Les idées ont changé, ce n'est pas toujours la même idée. Mais ce sont des idées assez similaires dans l'histoire. C'est l'idée de la Sainte Russie, qui est très ancienne. C'est l'idée de Moscou, troisième Rome. Et c'est l'idée plus tard qui s'est développée avec Pierre le Grand, que tout simplement, avec l'instauration de l'Empire proprement dit, que l'élargissement de l'Empire et donc la victoire sur les ennemis ou sur les voisins, le passé. C'est en quelque sorte la vraie mission de l'État russe. Ensuite, si nous arrivons à la période soviétique, il y a une idée messianique nouvelle, l'idée du communisme comme avenir inéluctable de l'humanité. Et là aussi, la Russie se trouve, puisqu'elle a été la première à faire la révolution bolchevique, qui avait pour but l'instauration du communisme partout sur la Terre, avec la théorie permanente de Trotsky notamment. Donc c'était l'idée de nouveau de la Russie comme avant-garde de l'humanité. C'est la Russie qui allait porter au monde cet avenir radieux. Ensuite, sous Staline, de nouveau, il y a eu un certain changement de cette idée, parce que pendant la guerre, comme vous savez, la première période de cette guerre, la Seconde Guerre mondiale, n'a pas été franchement glorieuse.
il y avait d'une part la collaboration qui a duré pratiquement 2 ans avec le régime nazi, avec occupation de plusieurs pays. Salut Alain. Et ensuite, bien sûr, la défaite massive au début de la guerre, l'occupation d'une partie substantielle du territoire européen de la Russie. Donc, c'est là qu'a été actionné aussi, tout simplement, le patriotisme. Ensuite, l'idée communiste est un peu revenue parce que Staline ayant annexé un certain nombre de territoires après la guerre et contrôlant l'Europe de l'Est, avait de nouveau besoin de l'idée communiste en quelque sorte pour justifier cette domination. Donc, si vous voulez, quelle que soit la variation, il y avait toujours l'idée, d'ailleurs c'était beaucoup promu au XIXe siècle par les slavophiles, que la Russie avait une mission particulière qu'elle devait accomplir, que ce soit pour être à la tête des peuples slaves, que ce soit simplement pour porter en quelque sorte le bien, parce que la colonisation russe n'a pas été perçue par les Russes eux-mêmes comme une colonisation, c'était une assimilation, une acculturation, pas nécessairement avec conversion à l'orthodoxie. On permettait à toutes les religions traditionnelles d'exister. Mais tout simplement, ça a été inclus dans le rayon, donc en quelque sorte, de la lumière. Et voilà qu'arrive la perestroïka, l'éclatement de l'Union soviétique, et les Russes qui se retrouvent orphelins aussi bien de leur empire que de ce qu'on appelait le camp socialiste, c'est-à-dire l'Europe de l'Est, sans parler des autres. Même Cuba a été un peu abandonné à un moment donné par les Russes. Et ils se trouvent sans l'idée. Or, pendant plusieurs siècles, il faut le comprendre, la mission principale du peuple russe était en quelque sorte celle du peuple impérial. Il y a même des chercheurs qui pensent que l'essentiel de l'identité russe, c'est une identité impériale. Et c'est pour ça d'ailleurs que 25 millions de Russes se sont retrouvés au moment de l'éclatement de l'Union soviétique en dehors des frontières russes, parce qu'il y avait une politique tout à fait consciente d'envoyer les Russes dans toutes les républiques, que ce soit des ingénieurs ou que ce soit des travailleurs du parti, ou que ce soit Tutsi Kwan, c'est professeur de langue russe, etc. Mais en tout cas, il y avait une présence, beaucoup de militaires aussi, bien sûr. Donc il y avait une présence très importante en dehors des frontières de la Russie proprement dite, ce qui n'avait aucune espèce d'importance tant que c'était l'Union soviétique, parce que c'était le même pays. Et donc, les Russes se sont retrouvés en partie à l'étranger, mal aimés de ces pays, parce que les Russes ont toujours été persuadés que l'effet de la colonisation était bénéfique, mais apparemment ce n'était pas l'avis des peuples qui étaient sous leur domination. Le mythe du peuple soviétique à l'occasion s'est effondré, parce que si le peuple soviétique avait jamais existé, l'éclatement ne se serait pas produit avec une telle facilité. Et donc, il y a eu une très grande déception. C'est d'ailleurs pour ça que Poutine a parlé de la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Ce à quoi il se référait, c'était, il l'a expliqué plus tard, c'était que 25 millions sont restés en dehors des frontières de Russie. Parallèlement, ça s'est superposé sur un contexte extrêmement difficile, parce que à partir du début de la perestroïka et pendant les
premières années de Yeltsin en particulier. Et il y a eu tout un flot de publications, de films, de spectacles qui avaient été soit interdits auparavant, soit qui ont été écrits avec l'ouverture des archives, la libération de la parole, etc. Et donc, grosso modo, ce que les gens ont appris, en lisant très avidement, il faut dire, dans les premières années, il y avait un énorme appétit pour toute cette littérature, c'est que on peut dire que 4 générations des soviétiques ont vécu dans le mensonge et ont servi un régime qui était un autre mal du XXe siècle, un régime totalitaire. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile de reconnaître et encore moins d'intérioriser, parce que c'est difficile. Des gens naissaient, tombaient amoureux, faisaient des enfants, travaillaient, se battaient, etc., etc. Est-ce que tout ça était en vain? Il y avait toute une vague de suicides à la fin de la période soviétique, dans les premières années post-communistes. Svetlana Alexievitch en parle dans son livre La fin de l'homme rouge, en citant des histoires de gens qui se sont suicidés ou qui ont tenté le suicide et n'ont pas réussi, et après ils racontent donc pourquoi, le pourquoi. Parce que pour beaucoup de gens, la vie a perdu le sens, tout simplement. Ensuite, il y avait aussi une situation qu'ont connue tous les pays post-soviétiques, c'est-à-dire la situation d'une très grande injustice sociale, quand les uns s'enrichissaient rapidement, alors que le gros de la population vivait de façon extrêmement misérable. Et donc déjà sous Yeltsin, on a commencé à chercher une nouvelle idée, une idée russe. Yeltsin, paraît-il, a embauché tout un groupe de sociologues, d'historiens, etc., pour essayer de chercher cette idée russe. Dans un de ses romans, Pélevin d'ailleurs montre de façon extrêmement ironique le fonctionnement de cette machine de fabrication de l'idée nationale. Mais en fait, avant Poutine, même si Yeltsin a fait quelques pas vers la mentalité qui est celle dominante aujourd'hui, il a fait quelques pas, mais il n'a pas vraiment réussi à trouver cette grande idée. Qu'est-ce qu'il a trouvé, Yeltsin? Bon, on a réenterré, ramené en Russie et réenterré quelques généraux blancs. On les a enterrés dans l'esprit totalement postmoderniste, je dirais, à côté des victimes des purges staliniennes, au même cimetière. Et c'est le même cimetière où sont aussi enterrés certains bourreaux du NKVD, donc police secrète. Il a pris, donc amplifié la tradition de célébrer le jour de la victoire du 9 mai, c'est-à-dire la victoire sur les nazis. Il a essayé d'aller plus loin, un peu plus loin avec l'Église, mais je dois dire, je ne sais pas si c'est en soi un sujet de discussion assez intéressant, mais vous savez, après 70 ans du communisme, il me semble que la croyance et la religion chrétienne ne sont pas devenues un phénomène de masse. Ce qui se passe, c'est que pour les fêtes, un peu comme dans les pays occidentaux, les gens peuvent se rendre à l'église. Il y a maintenant la mode de faire ou de faire semblant de faire le carême, par exemple.
Mais ça n'a pas toutes les recherches sociologues constatent que le nombre de gens qu'on peut réellement considérer comme croyants ne dépasse pas quelques pourcents. Donc, ce rapprochement avec l'Église, qui ensuite a été amplifié par Poutine, ça ne prenait pas tellement non plus. En fait, ce qui a pris, et ça, je pense que c'est peut-être imposé à Poutine, j'explique dans le livre qu'en fait, Poutine a hérité la technique qui a été élaborée encore sous Yeltsin. Il y a auprès du Kremlin un groupe très important de sociologues et de ceux qu'on appelle en anglais spin doctors, spécialistes de image making. Il n'y a pas de bon mot français pour ça, ce n'est pas les publicitaires, qui essaient de capter ce que le peuple peut accepter, qu'est-ce qui lui plairait, etc., etc. Et pour chaque situation, en fait, il y a plusieurs scénarios qui sont élaborés, et ensuite on teste, et on arrive à, finalement à capter. C'est comme ça qu'Yeltsin a été réélu pour son deuxième mandat, c'est-à-dire il avait la popularité à quelques mois des élections, c'était genre 3 ou 4%, et puis quelques mois plus tard, avec beaucoup d'argent investi et une campagne extrêmement bien articulée, il a gagné l'élection présidentielle. Donc, ils ont appris donc, cette technique, et je sais qu'à ce jour, il y a plusieurs sociologues qui travaillent pour le Kremlin. Je ne vais pas vous nommer les sources, mais ça, je sais tout simplement. Donc, ce qu'a fait Poutine, on avait la Douma dominée par les communistes pendant toute la période yeltsinienne, plus ou moins dominée par les communistes. Les communistes ont toujours pu bloquer certaines décisions, ils ont tenté de faire des impeachments contre Yeltsin, etc. Et bonjour. Les communistes, ils restaient quand même, je dirais, sur les positions communistes. Donc, si l'on peut parler, le génie de Poutine, c'était de dissocier le passé soviétique de l'idée communiste. Et ça, quand je le dis, les gens s'étonnent d'abord parce que c'est vraiment une idée nouvelle. Mais je suis absolument persuadée que c'est exactement comme ça qu'il faut le décrire, parce qu'il a pu faire un tournant vers un passé soviétique édulcoré, d'où étaient gommés ou passés sous silence ou minimiser les conséquences négatives, et où les gens se sont sentis confortables tout en avançant l'idée communiste. Parce que ce qu'on a commencé à célébrer en quelque sorte et à mettre en avant dans la période soviétique, on ne parlait plus du tout de l'idée communiste, et ceux qui regardent la télé russe comme moi le savent parce que c'est tout le temps, il y a un retour vers le passé absolument incroyable, par le nombre d'émissions, par les nouveaux films qui se font, les nouveaux documentaires, les films qu'on ressort soviétiques, les documentaires soviétiques, les talk-shows, les invitations des gens à toutes sortes d'émissions, etc., etc. Donc, en fait, on a dissocié l'idée communiste de tout ça en mettant en avant le patriotisme soviétique. C'est-à-dire, on est revenu plus ou moins à la conception stalinienne du temps de la guerre, où le patriotisme primait. Et même on est allé plus loin, parce que Staline n'a jamais rayé la rhétorique communiste. Et donc, il s'est avéré que
Là, ça marche très très bien. Tout le monde se sent confortable. La période soviétique, y compris, on parle des pages tragiques pour les purges, on parle des erreurs, on parle de ceci, de cela, mais pour résumer, dimanche dernier, je crois, on a regardé, il y a une émission hebdomadaire qui s'appelle Vesti Недели, les nouvelles de la semaine, avec l'un des propagandistes de ce régime, Dmitri Kisselov. Et je dois dire que, bon, il est l'un des nombreux, mais j'ai mis dans le livre, j'ai fait des portraits de quelques-uns de ces gens, et dont lui. Et donc, dans ces 2 heures d'émission, il a un truc qui s'appelle Kulturная страничка, la page culturelle. C'est toujours très gratiné, et donc cette fois, c'était consacré à Staline. Et Dmitri Kisselov, ceux qui l'ont vu savent que c'est un homme assez baraqué, avec un costume qui presque éclate sur lui, mais il a une manière assez inénarrable, je ne peux pas l'imiter. Mais donc il dit, voilà, parlons aujourd'hui de Staline. Qu'est-ce que c'était Staline? Eh bien, je vais vous dire, on a fait les sondages, il y a 5% de gens qui voudraient vivre à l'époque de Staline, mais il y a 80% de Russes qui considèrent que c'était une très grande personnalité et qui ont une évaluation globalement positive, ou plutôt positive, de son œuvre, parce qu'il a été quand même 29 ans au pouvoir. Et je pense très bien comme ça. C'est comme en Chine, où Deng Xiaoping a décrété en son temps que chez Mao Tse-tung, il y avait 30% de choses négatives et 70% de choses positives. Et donc, globalement, le bilan est positif. Voilà. Donc, nous arrivons à cette image de Staline, qui est le grand stratège de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, qui a industrialisé le pays, qui a pu créer le camp socialiste, élargir les frontières de la Russie, etc. Et qui donc tous ces millions de morts au goulag, tous ces millions de gens directement fusillés, tous ces millions de paysans ukrainiens qui ont été tués par la famine, toutes les destructions des cultures nationales, etc., etc. Tout ça, ce n'est plus rien, parce que globalement, si on parle d'un point de vue de l'État et de la puissance de l'État, c'est positif. Donc, je reviens maintenant vers notre régiment. Voilà le contexte. Le contexte, c'est une soviétisation sans débarrasser de l'idée communiste. Soviétisation comme une période très importante dans la vie de l'État russe millénaire, pendant laquelle il est allé en avant et notamment a vaincu le plus grand mal du XXe siècle, qui est le nazisme. Et c'est comme ça que se construit et continue de se construire le pivot de la nouvelle identité russe. L'identité russe qui est fondée désormais sur une sorte, si on peut dire, d'idée messianique, nouvelle idée messianique, qui consiste dans la célébration de la victoire, mais pas simplement de la célébration de la victoire. Finalement, cette victoire, le 9 mai de cette année, elle va avoir 74 ans. C'est une histoire quand même très ancienne. Il y a au moins 3 générations depuis, hein, c'est 3 générations. Donc, si c'était simplement célébration, ça n'aurait pas
un impact espéré. Ce qui se passe au moment du régiment immortel, c'est que si on croit les chansons qui ont été écrites, les textes qui accompagnent cet événement, etc., ça s'apparente à un mystère religieux, mais bien sûr pas religieux dans le sens chrétien ou juif ou musulman ou je ne sais pas quoi. C'est une sorte de nouvelle religion avec qu'on pourrait traiter de religion païenne, pratiquement, où cette marche annuelle avec des portraits de morts est une sorte de ce qu'on peut appeler en anglais reenactment, la réincarnation annuelle et de la fusion annuelle des morts héros, des héros morts avec les vivants. Et ça, franchement, ça fait plutôt peur, parce que quand vous pensez, qu'est-ce que c'est le nom même du régiment immortel ? Au début, quand c'était une initiative particulière, on disait, oui, les immortels, c'est les morts, les héros morts. Mais comme c'est la fusion avec ces héros morts, ceux qui portent ces portraits, ils appartiennent aussi au régiment immortel. Ils sont le régiment immortel. En France, d'ailleurs, cette année, ça va s'appeler non pas Régiment immortel, mais la marche des immortels. Vous pouvez voir le 8 mai si vous avez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc c'est un peu comme cette victoire a été chaque année revisitée, réactualisée et revécue. Comme quand il y a Pâques, quand Jésus ressuscite, on dit véritablement ressuscité, n'est-ce pas? Quand les Juifs fêtent leur Pâques, on dit c'est nous qui sommes sortis de l'Égypte. C'est pas seulement nos ancêtres, mais tous les ans, les Juifs sortent de l'Égypte. Tous les ans, Jésus ressuscite. Et tous les ans, maintenant, le régiment immortel s'unit avec les héros morts pour réaffirmer sa force, pour fêter cette grande victoire, pour fêter son invincibilité et l'immortalité du peuple. Et ça va de plus en plus loin parce que ces derniers temps, j'ai même entendu des choses assez incroyables, c'est-à-dire comment dirais-je, oui, d'abord c'était Solovyov qui a parlé de ça, mais ensuite j'ai entendu ça dans la bouche du représentant de l'ONU, de la Russie à l'ONU, M. Benezia, qui parle du génome de la victoire, c'est-à-dire que cette victoire, elle passe de père en fils de manière génique. On a les gènes de la victoire et on est invincible. Et donc, l'antifascisme devient ainsi la grille de lecture du monde contemporain, d'où bien sûr, c'est ce qui intéresse sûrement la plupart parmi vous, dont toute la rhétorique autour de l'Ukraine aujourd'hui, depuis la Crimée, l'annexion de la Crimée, depuis la guerre du Donbass. Maintenant, il faut dire que si le régiment immortel est une sorte de pointe de l'iceberg annuel qui émerge et qu'on voit, qui est visible, ce phénomène s'accompagne depuis quelques années, très particulièrement, de nouveau après l'annexion de la Crimée. Je crois que l'annexion de la Crimée était une sorte de seuil après lequel la Russie a définitivement
basculer dans son passé et dans le présent appuyé par ce passé. Parce que, d'une part, il y a une militarisation et modernisation de l'armée. Il ne faut pas oublier que la guerre en Syrie, par exemple, ce n'était pas seulement la défense du régime d'Assad, mais c'était aussi une possibilité de tester dans les conditions de combat réels les armes, les nouveaux armements très puissants que la Russie a développés ces dernières années. C'est aussi la militarisation de la jeunesse, l'embrigadement de la jeunesse. Il y a une organisation créée, tout ça sur ordre du président Poutine, qui s'appelle Young Army, la jeune armée, qui aujourd'hui compte près de 300 000 membres. Et le ministre de la Défense, M. Shoigu, a donné l'ordre pratiquement que ça augmente, que ça atteigne rapidement le chiffre de 500 000 membres. On y accepte les enfants à partir de l'âge de 8 ans et chaque groupe ou chaque organisation locale de cette jeune armée, elle est affiliée à une unité d'armée, de l'armée, pardon, pas soviétique, russe, de l'armée, que ce soit la marine ou l'artillerie ou des unités d'infanterie ou d'aviation, etc. Et donc, ils peuvent participer aux entraînements. Il y a des militaires qui s'occupent d'eux, qui les forment. Ils ont un uniforme qui est payé par l'État. Et donc, c'est un mouvement qui est en expansion. Il y a tout un réseau de sociétés militaro-patriotiques qui ont commencé à se développer aussi ces dernières années. Ça a toujours existé un tout petit peu, mais là maintenant, ça se développe très rapidement. Et ce sont des sociétés qui s'occupent de la recherche des corps anonymes, parce que bien sûr, il y a beaucoup de fosses communes ou des gens qui simplement ont été laissés sur les champs de bataille. Et puis, voilà. Et donc, ils recherchent les corps des militaires, ils essaient de les identifier. Et ils font aussi les reconstructions de grandes batailles avec aussi de grands moyens parce que c'est à chaque fois de nouveau une plongée dans cette guerre et cette fusion entre le passé et le présent. Si vous regardez les messages de ce régiment immortel, il y a un message qui est destiné à l'étranger, il y a un autre message qui est destiné à la Russie. Le message qui est destiné à l'étranger, c'est un message, oui, on sort avec les portraits de nos proches, parce qu'il ne faut pas que la guerre soit oubliée pour, grosso modo, préserver la paix. Mais quand vous regardez les images et que vous entendez les paroles, ce que les gens disent, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on écrit dans la presse, etc., vous voyez que le message est très différent. C'est pas pour la paix. Si c'était pour la paix, on n'aurait pas vu une quantité très importante, vous pouvez regarder les photos, vous les verrez, d'enfants, parfois de très bas âge, qui sont âgés peut-être d'1 an ou 2, et qui sont déjà dans des uniformes militaires. Vous avez toute une industrie, des sites où vous pouvez acheter des uniformes militaires pour de jeunes enfants. Vous avez des livres de coloriage à partir de 1 an, je ne sais même pas si l'enfant peut colorier à partir d'1 an, pour colorier des chars, des hélicoptères, des troupes de commando, etc., etc. Vous avez des sociétés qui sont spécialisées dans l'organisation d'événements où on vous propose d'organiser des soirées militaires, par exemple un anniversaire militaire pour l'enfant avec des gâteaux en forme de grenade, où on prête les uniformes pour tout le monde, où on construit un petit blindage dans la cour, etc., etc. C'est-à-dire, il y a quand même un embrigadement des consciences et
ça s'accompagne par des messages assez apocalyptiques quand vous écoutez et regardez comme moi les médias russes. On a l'impression qu'on prépare depuis des années sciemment le peuple à la grande guerre, pas une petite guerre en Ukraine, mais une grande guerre. On parle de la destruction mutuelle possible. Poutine a dit récemment, et ça s'est répété presque en boucle sur à la télévision russe, dans la publicité, vous savez, ils font aussi la publicité de leurs propres émissions. Et donc, nous n'avons pas besoin du monde où il n'y a pas de place pour la Russie. Зачем нам такой мир, где нет места России? C'est-à-dire, mieux vaut détruire, anéantir l'humanité que vivre dans un monde où la Russie n'aura pas sa bonne place, bien sûr, assez dominante. On avait eu, ça j'ai vu aussi à la télé moi-même, mais ensuite ça a été beaucoup répété, ce présentateur dont j'ai parlé, Dmitri Kisselov, qui parlait en montrant derrière lui Manhattan et en disant, voyez, il nous faut juste quelques minutes pour transformer tous les États-Unis en cendres radioactives. Donc, si vous voulez, ça ne veut pas dire que demain ils vont déclencher la guerre, mais c'est un moyen de mobilisation permanente de société. Et bien sûr, comme disait le grand Tchekhov, quand il y a un fusil qui est accroché au mur sur une scène de théâtre, ce fusil doit tirer, il n'est pas là pour rien. Donc c'est quelque chose à quoi nous devons être en principe très vigilants, parce qu'il se passe sous nos yeux un phénomène qui n'attire pas ou très peu d'attention en Occident et qui est pourtant un phénomène énorme d'une militarisation physique et mentale à très grande échelle. Et je finirai peut-être cette présentation par dire quelques mots au sujet de l'Ukraine. En fait, le dernier chapitre de mon livre, et qui est aussi le plus grand chapitre du livre, est consacré à l'Ukraine, parce que cette interprétation, donc en lien avec la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui est central dans la guerre contre l'Ukraine. Comme vous savez, on accuse systématiquement les Ukrainiens d'être des nazis, des néo-nazis. On pense toujours à Bandera, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, l'Ukraine occupe généralement le devant de la télévision russe. Il y a plus de talk-shows sur l'Ukraine, beaucoup plus que sur n'importe quel problème de la Russie. En fait, il ne se passe pas une journée qu'on n'attaque pas la Russie au cours d'un des talk-shows. Et ils invitent de temps à autre, notamment dans l'émission que je suis d'un autre propagandiste de régime qui s'appelle Vladimir Solovyov. Donc il y a toujours quelques participants, et il y a toujours quelqu'un qui est une sorte de souffre-douleur, spécialement pour taper dessus. Et très souvent, quand il y a l'émission sur l'Ukraine, le souffre-douleur, c'est un politologue, je crois, qui s'appelle Telukhan. Je pense qu'il doit être payé pour venir là-bas et se soumettre à cette exécution. Mais il essaie quand même de dire à chaque fois quelque chose.
Et donc, Solovyov a dit quelque chose, Turkhan a répondu quelque chose en disant que OUN menait une guerre contre l'occupation soviétique au moment où les nazis ont été défaits. Donc, quelle que fût dans le passé collaboration telle ou autre, en 1944-1945, c'était purement pas au nom des Allemands, mais au nom de la libération de l'Ukraine. Donc c'était, on peut dire, une guerre de libération nationale classique. Et on sait que malheureusement, très souvent, les figures qui mènent des guerres de ce genre ne sont pas blancs comme la neige. C'est toujours compliqué. Mais, et donc, Turkhan moi, j'ai prononcé 10 fois plus que lui, parce que immédiatement, dès qu'il a ouvert la bouche, Solovyov, comme une buse, donc l'a attaqué en disant « Dites-moi une chose, quand les gens de l'ONU tuaient des militaires soviétiques, est-ce que c'était bien ou pas bien ?» Et Turkhan n'a même pas eu le temps de répondre parce que c'est la huée qui a commencé tout de suite et tout le monde a commencé à crier et hurler, et bref. Donc la réponse n'a pas été donnée, mais c'était une, comment dirais-je, au niveau des autres participants et du public, une réaction très hostile. Donc en fait la lecture de l'histoire qui est faite, c'est que on, de même que les partisans des pays baltes, qui ont continué aussi à résister à la réoccupation soviétique plusieurs années après la fin de la guerre, donc ils sont tous nécessairement nazis, ce qui bien sûr est historiquement faux. Et aujourd'hui, comme il y a une tentative d'écrire une histoire de l'Ukraine, je dirais plus objective, fondée sur des sources qui ont été occultées, parce qu'aujourd'hui toutes les archives en Ukraine sont ouvertes, eh bien, à chaque fois, ça se heurte à ce problème. Non. Finalement, ceux qui ont ouvert les archives sont en quelque sorte, eux aussi, des néo-nazis. Et le Donbass a bâti toute sa rhétorique sur l'antifascisme. C'est-à-dire, nous avons, soi-disant, des néo-nazis d'un côté et les antifascistes de l'autre côté. Bien sûr, c'est une lecture, encore une fois, de l'histoire très fausse. Moi, je vous propose une lecture un peu différente et qui me semble beaucoup plus juste. C'est que, en effet, il y a maintenant une sorte de faille civilisationnelle entre la Russie et l'Ukraine qui est relativement nouvelle. Pourquoi? Parce que, si vous considérez les chemins qui ont été empruntés d'un côté par les Russes et d'autre côté par les Ukrainiens, vous verrez que les voies divergent très fortement. Vous avez d'un côté la Russie qui tourne vers un passé qu'on peut traiter comme mitisé et édulcoré, d'où les crimes sont gommés. Et d'un autre côté, on a l'Ukraine qui ne justifie absolument pas le nazisme et qui, au contraire, a adopté la loi qui met sur le même plan le nazisme et le communisme, qui interdit leur propagande des deux et qui interdit leurs symboles. Et ça, c'est quelque chose qui devient totalement incompatible. Et cette incompatibilité, d'ailleurs, je vous donne un exemple tout frais, j'ai lu ça aujourd'hui. À Lisbonne, comme dans beaucoup d'autres villes en Europe, il y a eu déjà la marche du régiment immortel. Et face au régiment immortel, il y a eu la communauté ukrainienne qui est sortie
avec des portraits de victimes des purges et les portraits de militaires et civils ukrainiens morts dans le Donbass. Ils ont été physiquement attaqués, les Ukrainiens, par les gens du régiment Immortel. On leur a arraché des pancartes, des portraits, arraché, cassé en deux téléphones, et il y avait un des activistes qui a été simplement battu par des battes de baseball. C'est l'exemple typique de ces deux visions du XXe siècle soviétique. Et je pense que c'est la grande bataille encore de l'Ukraine qu'on espère qu'elle va gagner, c'est-à-dire tourner vers le passé honnête, écrire une histoire nationale honnête, même si c'est une histoire difficile qui comporte des pages sombres et difficiles, et non pas vers un conte de fées soviétique. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire à ce stade et vous pouvez me poser des questions. Peut-être passer. Moi, je suis pas sûr que... Non, on peut le passer. Non, il est attaché. Il est attaché. Donc je vais parler fort. Je voulais poser la question de la comptabilité des victimes par nationalité. Ah. Ça me paraît être une question importante, dans la mesure où effectivement on a un certain discours qui dit il y a 25 millions de morts, et puis je dirais, quand on parle un peu rapidement, l'assimilation habituelle entre Russes et Soviétiques. Alors que si on regarde, ne serait-ce que les cartes géographiques, on voit bien que l'Ukraine a été occupée, la Biélorussie a été occupée, donc d'après mes sources en Ukraine, il y a peut-être entre 6 et 8 millions de victimes qui sont tombées aussi sous les balles allemandes. En Biélorussie, je ne sais pas, mais on peut imaginer qu'il y a quand même une dizaine de millions de victimes de la guerre qui sont biélorusses ou ukrainiennes. Alors, je veux dire, je n'aime pas les comptabilités macabres, mais ça retire quand même un pourcentage qui est assez important du total. Est-ce qu'on a une vision complète de ce sujet-là? Ben, vous savez, c'est un sujet encore plus complexe que ça, parce que comme c'est le sang des victimes, en quelque sorte, qui justifie ce que la Russie fait aujourd'hui, on a tendance à augmenter tout le temps le nombre des morts. Et donc, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une séance de la Douma où un député qui est aussi président d'une des organisations qui se sont développées comme des champignons autour de ce régiment immortel, parce qu'il y a une marche par an, mais il y a d'autres activités dans l'année. Et puis, il faut organiser tout ça. Et donc, ce monsieur a fait un décompte en s'appuyant sur des documents du Gosplan, donc le ministère de Planification, selon lequel il y aurait non pas 27, qui est le dernier chiffre officiel jusque-là, mais 42 millions de morts. Donc, je ne sais pas si on peut y croire, on ne peut pas y croire. Qui on comptabilise dans ce chiffre? On doit comptabiliser, bien sûr, par exemple, tous les Juifs tués sur le territoire de l'Union soviétique, en Ukraine, en Biélorussie, dans les pays baltes. On comptabilise peut-être tous les gens qui sont morts dans le goulag pendant la guerre, qui sont morts de la malnutrition, 1 million à Leningrad. Je ne sais pas. Donc, comment ils arrivent à ce chiffre-là? Mais de toute façon, il y a une sorte de double langage, en effet, parce que quand il s'agit de dire que nous avons perdu, on parle du nombre total des morts, dont une partie certainement n'ont pas été des Russes, mais des autres peuples
de l'Union soviétique, dont en premier lieu, bien sûr, les Ukrainiens. Et donc, parfois, quelque part, entre parenthèses, on va peut-être faire le décompte par nationalité. Mais tout comme la Russie s'est déclarée héritière de l'Union soviétique, que ce soit pour les armes nucléaires ou pour les dettes extérieures ou pour beaucoup d'autres choses, je pense qu'elle s'est déclarée en quelque sorte tacitement héritière de tous les morts. Parce que ça renforce, je cite dans le livre d'ailleurs un passage aussi d'un personnage inénarrable qui est le ministre de la Culture, Medzinski, qui explique que justement nous avons eu 27 millions de morts et les Britanniques ont eu 400 000 de morts, donc qu'est-ce qu'ils sont par rapport à nous? Ils vont nous dire ce qu'il faut faire en Europe. Vous voyez? Donc plus en quelque sorte il y a de morts, plus il y a de victimisation et plus les droits actuels de la Russie sont affirmés. Mais je parle sous votre contrôle, mais je crois me rappeler qu'au moment où on était dans le format Normandie et sous la présidence de Hollande, il avait invité le président Poroshenko au fait du 6 juin du débarquement, oui. Et il avait officiellement été dit que justement qu'au moment de la Grande Guerre, il y a eu non seulement des morts russes, mais également beaucoup d'Ukrainiens. Mais comme on a la mémoire courte, tout le monde a oublié ça. Bien sûr, mais si vous voulez, si vous posez la question, on va vous le dire. Mais si vous ne posez pas la question dans le discours récurrent, on parle au mieux du peuple soviétique qui, encore une fois, je pense, oui, avec l'ambivalence. Voilà. Autre question? Oh, bonjour. Oui. Une remarque aussi. Il y a à Minsk un musée sur la guerre qui est assez remarquable. Oui, j'ai vu ça. Ils ont mis des moyens. Alors, il se trouve que j'étais avec un groupe d'études et on a visité ce musée. Au bout d'un moment, j'ai demandé à l'un des conservateurs qui faisait les commentaires pourquoi est-ce que l'affaire ukrainienne était déjà bien engagée, pourquoi est-ce qu'on parle toujours du fascisme et pas du nazisme? Il me dit c'est très simple. C'est le nazisme, il y a deux mots qui sont sacrés, c'est nation et socialisme. Bien sûr. Maintenant, on parle un peu des nazis. Je pense que même le fait que ce soit un national-socialisme, c'est un peu perdu. Et donc, on parle très facilement, par exemple, des néo-nazis ukrainiens. C'est vrai que pendant des dizaines d'années, on utilisait la période soviétique, on n'utilisait pas le mot nazi, on utilisait que fasciste. Mais fasciste, vous savez, c'est une tradition, même à l'époque d'Hitler, bien avant la guerre, les soviétiques vilipendaient le Parti socialiste de l'Allemagne, parce qu'ils soutenaient les communistes, mais pas les socialistes. Et donc les socialistes étaient traités de fascistes. Le maréchal Tito, après la guerre, quand il s'est brouillé avec Staline, il a été traité de fasciste. Les Tchèques, en 68, quand il y avait le printemps de Prague, on justifiait l'invasion par le fait que les fascistes allemands allaient occuper la Tchécoslovaquie, etc. C'est-à-dire, dans la dichotomie soviétique, et maintenant héritée par la Russie, c'est le même, c'est au fond le même discours. Voilà. D'ailleurs, Philippe a utilisé encore un mot qui est très important, sacré. Les héros sont sacrés, tous les participants de la guerre sont sacrés. C'est un sujet qui maintenant est entouré d'une sorte de halo mystique
c'est le cœur sacré de la nation, en quelque sorte. Et donc, ça aussi, je trouve extrêmement dangereux comme tournant, disons, idéologique. Oui, monsieur. Pour illustrer ce que vous venez de dire à propos de cette opposition entre les morts soviétiques, russes, ukrainiens, il y a un cimetière, je pense que je peux parler sous le contrôle un cimetière en France, à Noyer-Saint-Jean, je crois. Saint-Martin, oui. Il y a eu beaucoup de morts soviétiques, et les Ukrainiens ont quand même tenu à faire la distinction entre les Ukrainiens, les Russes et peut-être d'autres nationalités, mais ils ont dû se battre, vraiment, enfin se battre de manière, je veux dire, administrative, contre les Russes, justement, pour qu'il y ait quand même cette célébration de manière séparée. D'un côté les Ukrainiens, d'un côté les Russes. Et l'ambassadeur russe n'est jamais content qu'il y ait cette distinction. Et ça s'est passé en quelle année? Mais ça se passe. C'est tous les ans. C'est tous les ans. Ah oui, d'accord. C'est tous les ans que ça se passe comme ça. Je voulais poser deux petites questions. La première concerne la couverture. Beaucoup de journalistes qui vont sur les Champs-Élysées, pas loin d'ici, le lendemain, enfin les dimanches, ont l'impression qu'il y a une couverture extrêmement abondante dans la télévision russe des manifestations de Gilets jaunes. Est-ce que vous confirmez cela? Et deuxième point, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le contexte de l'élection de M. Zelensky? Qu'est-ce que ça signifie politiquement à vos yeux? Vous savez, la Russie, la propagande russe soutient systématiquement tout ce qui peut semer la discorde dans les sociétés occidentales. Et donc, les Gilets jaunes sont assez bien couverts. En même temps, je crois que, très franchement, s'il y avait quelque chose de semblable en Russie, c'est pas possible. Oui, ça n'aurait pas duré plus d'une heure. Mais récemment, on était témoin à Saint-Pétersbourg comment les gens étaient battus à une manifestation. Oui, bien sûr. Voilà, maintenant pour Zelensky... Ils n'étaient pas nombreux d'ailleurs, mais une réaction du force de la police. Donc pour Zelensky, vous savez, je ne suis pas une Cassandre, donc c'est très difficile à dire comment ça va se passer. Ce que ça signifie pour moi, je vais quand même très souvent en Ukraine, et il y a quelques mois, j'ai passé un mois entier en Ukraine, en novembre. Donc j'ai senti qu'il y avait quand même un très grand mécontentement de Poroshenko parce que le pays s'est appauvri. Il y a eu beaucoup de victimes quand même. Cette guerre ne s'arrête pas. C'est pas la faute à Poroshenko, mais les gens sont tout simplement fatigués. Et donc j'ai l'impression que ce personnage qui a été un peu un personnage virtuel, parce que c'est un acteur comique très populaire qui a joué dans une série télévisée qui s'appelait Le Serviteur du Peuple, et où il jouait le rôle d'un instituteur qui est propulsé à la présidence, et donc novice en politique, il commence à régler des problèmes, se battre contre la corruption, etc. Et bien sûr, c'était un peu un visage nouveau. Et je pense que les gens attendaient quand même un visage nouveau. Ce qui s'est passé, c'est que après le Maïdan, l'Euromaïdan, il y avait beaucoup d'espoir, il y avait un vrai éveil de la société civile, mais finalement, les nouvelles élites n'ont pas pu percer en quelque sorte, et la plupart des gens dans les administrations, à la Rada, etc., ce sont quand même des personnages du passé. Et on peut même considérer que vous savez, si on considère que le Maïdan a été une révolution,
c'est peut-être une nouvelle étape de cette révolution, mais peut-être c'est aussi une illusion massive, en quelque sorte, et les gens seront très déçus dans quelques mois. Vous savez, à part quelques mots, quelques belles réparties, etc., on ne sait pas grand-chose de Zelensky. On ne sait pas avec qui il va gouverner, on ne sait pas si son parti va percer aux élections législatives, parce que le parti est aussi un peu virtuel jusque-là, si j'ai bien compris. Il a un tout petit bureau de 4 mètres carrés quelque part à Kiev. Il n'a pas de budget, il n'a rien. Donc, c'est un cas assez unique dans l'histoire politique, je dirais, de l'humanité. Que quelqu'un sans expérience politique, sans parti réel, sans programme bien formulé, juste sur le charisme et des promesses de se battre contre la corruption et de promettre de régler le problème du Donbass et de la Crimée, mais on ne sait pas comment il compte s'y prendre, sauf qu'il pense qu'il pourra attirer les États-Unis dans ce format Normandie. Mais il faut comprendre que l'initiative de cette guerre vient de Russie et l'initiative de l'arrêter... Waouh. Et l'initiative de l'arrêter ne viendra que de la Russie, malheureusement. Donc voilà, on est en fait, c'est un saut dans l'inconnu, Zelensky. Mais je pense en même temps, vous savez, il est jeune, il est intelligent. S'il arrive à s'entourer d'une bonne équipe, et si les gens lui donnent un crédit de confiance aussi pour les législatives, ce qui pour l'instant n'est pas gagné, mais on verra quand les élections auront lieu. Bon, Dieu sait. Voilà. Poutine lui a dit récemment, il y a quelques jours, que nous avons beaucoup de choses en commun. Poutine a dit... Ah oui, et Zelensky a répondu, nous avons la frontière en commun. La seule 200 km de frontière. La réponse a été, la seule chose commune que nous avons en commun, c'est la frontière. Oui, absolument. Bonne réponse.